À la rédaction, on s'est passionné pour la plus ancienne affaire non résolue d'Hawaï, le meurtre d'une jeune femme dans les années 70. Et il a fallu l'intervention d'une généalogiste autodidacte pour ordonner toutes les pièces du puzzle. Cette personne ordinaire a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et son histoire mérite d'être racontée. Voilà ce dont je me souviens au sujet de Nancy. Elle était drôle, mais vraiment très drôle, du genre à vous faire rire à en pleurer. Exactement. Là, elle essaie de faire ça avec maman, et on voit bien qu'elle se tord de rire. Cette photo est très précieuse pour moi. C'est l'image que je garde de Nancy. Quel sourire. C'est Nancy. Je m'appelle Jack Anderson. Je viens d'une famille de 10 enfants. Dans l'ordre, Mike, Carol, Gail, Nancy, Mary, Betty, Jim, moi, Jack, Janet et Bill. Nancy était la 4e sur 10, j'étais la 5e. On est né à 14 mois d'écart à Bay City, dans le Michigan. C'est Nancy qui a le plus grand sourire. Elle était dans son élément. Des 10 enfants, Nancy était la plus dynamique. Quand elle entrait dans une pièce, les gens étaient attirés vers elle comme des aimants. Je m'appelle Carol Sampson. Je suis la 2e enfant de la famille. Nancy se démarquait par son entrain et sa joie de vivre. Elle était formidable. Elle pouvait te faire n'importe quoi. Pas vrai, Jack? Quel était ton rôle dans Le Magicien d'Oz? Elle montait tout le temps des pièces. Elle adorait Le Magicien d'Oz. On jouait tous un rôle. Et bien sûr, Nancy jouait Dorothy. On ne s'ennuyait jamais avec Nancy. Tout était un jeu. En 1966, les 10 enfants Anderson et leur mère Thelma vivent une terrible tragédie. Mon père travaillait pour une entreprise chimique à Midland, dans le Michigan. Il était chaudronnier et la chaudière a explosé. C'est comme ça qu'on a perdu notre père. J'avais 16 ans, Nancy en avait 13. Ça a été vraiment dur pour Nancy. Mais elle arrivait quand même toujours à nous mettre de bonne humeur et à nous amuser en dépit de ce qu'on avait traversé. En juin 1970, Nancy obtient son bac sans trop savoir ce qu'elle va faire ensuite. Nancy aspirait plus que quiconque au changement. Elle a eu son bac et elle a regardé ses amis partir à l'université, faire leur service, se lancer dans la vie. Mais elle n'a pas suivi ce chemin. Elle essayait de se trouver. Nancy décide que l'endroit idéal où commencer le prochain chapitre de son histoire est à 6500 km de distance, à Honolulu, à Hawaï. Ce sera la première fois qu'elle se retrouvera seule, loin de sa mère et de ses frères et sœurs. Je pense que c'était son petit paradis à elle. La plage, le soleil, la beauté des paysages. Le 21 octobre 1971, Nancy arrive à Oahu. Elle trouve rapidement un emploi et un logement à Honolulu. Elle a trouvé un logement par le journal. C'était l'annonce de quelqu'un qui cherchait un colocataire. Elle a décroché un emploi chez McDonald's, au centre commercial à La Moana, à moins de 2 km de chez elle. Au bout de quelques mois, elle a pu prendre 2 semaines de vacances. Et elle s'est dit, je vais rentrer à la maison pour Noël. Quand elle est rentrée, elle avait un cadeau de Noël pour tout le monde. Et elle a décidé de créer une galerie de photos sur le mur de notre salon. Elle voulait faire un cadeau à notre mère et tous ses frères et sœurs. Voilà ce qu'elle a créé. Maman, papa et nous 10. C'était un moyen pour elle de nous montrer tout son amour. Après ce Noël tous ensemble, je l'ai emmenée à l'aéroport pour qu'elle retourne à Hawaï. Et elle m'a dit, « Carol, je n'ai pas envie de rentrer. » Comme j'ai l'esprit très pratique, je lui ai répondu, « Nancy, tu dois rentrer, toutes tes affaires sont là-bas. » Mais avec le recul, je regrette de ne pas lui avoir demandé pourquoi. Ça m'a longtemps hantée. Pourquoi je ne lui ai pas posé la question? Nancy suit le conseil de sa sœur et embarque dans l'avion pour Honolulu. Mais une semaine plus tard, un incident étrange amène les Anderson à penser que Nancy est en danger. Le 7 janvier, on était tous dans le salon. Il y avait une table de billard. Ma mère était assise sur une chaise en train de faire du crochet. Tout à coup, on a entendu un bruit sourd
Et ma mère s'est arrêtée net. Elle était dos à la table de billard et elle a dit « Nancy, oh non, Nancy !» Avec un ami, on se tenait à côté du mur avec la galerie de photos. On jouait au billard et il a heurté le mur avec sa queue de billard. La photo de Nancy en haut à gauche s'est décrochée et s'est brisée en 1000 morceaux en tombant. Ma mère n'avait même pas vu quelle photo était tombée. Mais elle a crié son prénom. On a tous senti que quelque chose de grave était arrivé. C'était effrayant. Le même jour, le 7 janvier 1972, vers 17h15 à Honolulu, la colocataire de Nancy, Jody Spooner, 19 ans, appelle la police paniquée. La colocataire de Nancy a dit avoir entendu l'eau couler dans la salle de bain de Nancy. Quand elle est allée voir ce qui se passait, elle a trouvé Nancy étendue sur le sol de sa chambre. Jody Spooner a dit qu'elle pensait que sa colocataire, Nancy Anderson, s'était suicidée. Vers 18h, des policiers sont arrivés à la résidence Coral Terrace. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Ni le montant, ni la poignée, ni le loquet de la porte n'étaient endommagés. Après avoir brièvement examiné la scène, les agents contactent la police judiciaire d'Honolulu. Quand les inspecteurs sont arrivés, ils sont allés dans la chambre. Il y avait 2 lits jumeaux dans la chambre de Nancy. L'un était fait, mais sur l'autre, les draps étaient tachés de sang. Le corps de Nancy était étendu à côté de ce lit. Elle était sur le dos, les yeux ouverts, les pieds tournés vers la porte. Même si son chemisier était partiellement déchiré, elle était habillée. Ce n'était apparemment pas un crime sexuel. Mais il y avait de multiples plaies perforantes. C'était très violent. Les inspecteurs ont mesuré la gravité du crime. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi choquant. Étant donné la brutalité du crime, il était évident que ce n'était pas un suicide, contrairement à ce qu'avait pensé Jody. C'était un homicide. Honolulu est une assez grande ville, mais les homicides d'aussi violents sont rares. Des affaires comme celle de Nancy Anderson sont très inhabituelles. Les blessures de Nancy avaient été infligées par un objet tranchant, donc ils se sont mis en quête d'un couteau. Ils ont inspecté la cuisine, mais ils n'ont pas trouvé d'objet susceptible d'avoir été utilisé pendant le meurtre, et aucun couteau n'était manquant. Les enquêteurs ont néanmoins découvert une serviette par terre, près du corps de Nancy, qui était tachée de sang. Une autre serviette de plage a été trouvée juste à côté de la porte d'entrée, et elle présentait apparemment aussi des taches de sang. La police scientifique relève les empreintes et photographie la scène, pendant que les inspecteurs fouillent le reste du bâtiment. Une 3e serviette a été trouvée au rez-de-chaussée de la cage d'escalier. La serviette, dans la cage d'escalier, était tachée de sang, ce qui voulait dire que quelqu'un avait quitté l'appartement. C'est très facile de se couper quand on commet un tel acte. L'agresseur a dû utiliser une ou plusieurs serviettes pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Le corps de Nancy est transporté à la morgue du comté, où le médecin légiste brosse un tableau inquiétant des circonstances de son assassinat. Le médecin légiste a relevé plus de 60 blessures par arme blanche. Ils ont pu établir que l'arme était un petit couteau, probablement un couteau d'office, c'est-à-dire avec une lame assez courte. Il est beaucoup plus difficile de tuer quelqu'un avec un couteau court, notamment pour toucher les organes vitaux. De mon point de vue, le suspect était sans doute quelqu'un qu'elle connaissait. Beaucoup d'émotions semblaient liées à ce crime. Plus de 60 coups de couteau. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe dans un homicide commis au hasard. Au lendemain du meurtre de Nancy, loin d'Hawaï, la famille de Nancy célèbre le 6e anniversaire de la mort tragique de son père. C'était un samedi, et en bon catholique, nous sommes allés à la messe. Quand on est rentré à la maison, notre frère aîné, Mike, nous attendait à la porte. Mike a pris notre mère à part pour lui annoncer la pire des nouvelles. Notre sœur Nancy avait été brutalement assassinée à Hawaï la veille.
Il a fait en sorte que les plus jeunes soient dans une autre pièce pour qu'on ne puisse pas entendre. Mais je me rappelle le cri glaçant que maman a poussé en apprenant la nouvelle. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'avais jamais entendu pousser un hurlement pareil. Je lui ai dit, maman, quand j'ai déposé Nancy à l'aéroport, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer. Je n'ai jamais pensé qu'elle avait peur que quelqu'un s'en prenne à elle. C'était inimaginable. On était encore en train d'essayer de se remettre de la mort de notre père. Et on la perdait dans des circonstances horribles. Poignardée 63 fois. Une magnifique jeune femme de 19 ans avec la vie devant elle. Pourquoi? Qui avait pu faire une telle chose? La police n'avait aucun témoin, pas d'armes du crime. Ils étaient perdus. Ils ne nous ont donné que très peu d'informations. Aucun d'entre nous n'avait les moyens d'aller là-bas. Notre mère non plus. On comptait sur la police pour qu'elle fasse tout ce qui était en son pouvoir. À Honolulu, les enquêteurs interrogent la colocataire de Nancy, Jody Spooner. On n'imaginait pas que quiconque puisse faire du mal à Nancy. Elle n'avait pas d'ennemis. Mais on ne connaissait pas sa colocataire. On ignorait qui était Jody Spooner, donc le plus évident était de penser que c'était peut-être elle. Tout ce que je savais, c'est que Nancy et sa colocataire n'étaient pas les meilleures amies du monde. Elles n'étaient pas proches. C'était une relation de commodité. C'est le risque quand on trouve une colocataire par le journal. Jody a décrit Nancy comme une personne sympathique et sociable, et peut-être un peu naïve dans sa volonté d'engager la conversation avec des inconnus. Rien n'indiquait que Nancy avait des mœurs légères. C'était surtout quelqu'un d'amical qui discutait facilement avec les gens dans la rue. Et Jody a expliqué qu'il n'était pas rare que Nancy accueille des inconnus dans leur appartement. Le 7 janvier 1972 était un vendredi. Jody a dit qu'elle avait quitté l'appartement vers midi pour aller faire du shopping, qu'elle était rentrée vers 14h30 et qu'elle avait trouvé Nancy avec deux jeunes hommes. Ces deux individus étaient des vendeurs en coutellerie qui faisaient une démonstration. C'était évidemment inquiétant, parce qu'ils vendaient des articles compatibles avec l'arme du crime. Jody a dit que Nancy les avait raccompagnés au rez-de-chaussée et les avait laissés sortir du bâtiment vers 15 heures. Jody dit que quand Nancy est revenue à l'appartement, elles ont discuté pendant environ 10 minutes. Puis Jody est allée dans sa chambre faire une sieste. Elle a dit que c'était la dernière fois qu'elle avait vu Nancy vivante. Les enquêteurs étaient très curieux de savoir pourquoi Jody n'avait rien entendu de ce qu'il se passait dans l'appartement. Elle avait dit s'être réveillée et avoir entendu l'eau couler. La chambre de Nancy disposait d'une salle de bain qui la séparait de la chambre de Jody. Les enquêteurs se sont livrés à leur propre expérience. L'un d'entre eux est allé dans la chambre de Nancy et a fait du bruit tout en laissant l'eau couler. Ils en ont conclu qu'il était très possible que Jody n'ait rien entendu compte tenu de la disposition de l'appartement à l'époque et de l'eau qui coulait. Les enquêteurs fouillent l'appartement à la recherche d'indices qui permettraient d'identifier les deux vendeurs de couteaux. Les vendeurs ont tout de suite été identifiés par les enquêteurs parce qu'ils avaient laissé une pelle à gâteau sur la table. Ils ont réussi à remonter jusqu'au centre de distribution et à les identifier. Leurs noms étaient Parker Graham et Jeffrey Alward. Ils ont été interrogés et ils ont expliqué qu'ils avaient rencontré Nancy dans la rue, à Waikiki, vers midi, et qu'ils avaient pris rendez-vous pour aller la voir à son appartement à 13h. Ils ont dit que la colocataire de Nancy était arrivée vers 14h30, que Nancy n'avait finalement rien acheté et qu'ils étaient repartis aux alentours de 15h. Jeffrey Alward et Parker Graham ont tous les deux accepté de se soumettre au détecteur de mensonges qui n'a indiqué aucune dissimulation. Ils ont été rayés de la liste des suspects et ils ont corroboré la chronologie de Jody. À ce stade, les enquêteurs avaient éliminé Jody et établi que l'heure du décès se situe entre 15h10 et 17h15, quand Jody a trouvé le corps.
On nous a donné l'heure du meurtre et on a compris. L'heure à laquelle la photo est tombée et que le cadre s'est brisé correspondait au moment exact où Nancy avait été tuée. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jody Spooner a d'abord pensé à un suicide vient du fait que la porte de l'appartement était fermée à clé. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait qu'elle et Nancy dans l'appartement et que c'était forcément Nancy qui avait attenté à ses jours. De plus, Nancy était au sol et couverte de sang. J'imagine qu'elle a jeté un coup d'œil et qu'elle est partie. Elle n'a pas vraiment observé la scène. Elle était totalement sous le choc. Elle a vu du sang, Nancy. Personne d'autre ne pouvait être là puisque la porte était fermée à clé. Jody avait à peu près le même âge que Nancy. C'était affreux pour une aussi jeune femme de découvrir le corps de ma sœur. Ça le serait pour n'importe qui. C'était horrible. En l'absence de preuves d'effraction, les enquêteurs se demandent si Nancy connaissait son meurtrier et l'avait invité chez elle, ou si c'était quelqu'un qui avait déjà accès à l'appartement. On a expliqué aux inspecteurs que Nancy avait dit qu'elle avait beaucoup d'amis, dont beaucoup d'hommes, mais qu'elle n'avait pas de petite amie. Elle rencontrait du monde et elle s'amusait beaucoup avec les gens avec qui elle faisait connaissance. Les enquêteurs interrogent toutes les personnes que Nancy connaissait à Hawaï, ses amis, ses connaissances, ses collègues de travail, et une semaine après sa mort, ils ne disposent d'aucune piste tangible. La famille de Nancy cherche elle aussi des réponses tout en préparant ses obsèques. Ma mère essayait de tous nous consoler, mais elle était anéantie. On a enterré notre sœur à côté de notre père. Je me rappelle avoir juré devant Dieu que je trouverais le coupable. Il fallait que justice soit faite d'une manière ou d'une autre. C'était primordial. Elle le méritait. On essayait de réfléchir, mais on ne connaissait pas les gens que Nancy fréquentait sur l'île, seulement ceux dont elle nous avait parlé. Quelques semaines après les obsèques de Nancy, sa mère reçoit un étrange appel. Cet homme a contacté notre mère pour dire à quel point il était désolé de ce qu'il était arrivé à Nancy. Il a dit « Je suis Mike, le petit ami de Nancy ». Nancy n'avait jamais parlé d'un petit ami. Qui est ce Mike? On se méfiait de tout le monde, y compris de Mike. À nos yeux, tous ceux qui l'entouraient étaient suspects. Nancy avait apparemment un nouveau petit ami à Hawaï. Il s'appelait Mike. Nous n'avions pas entendu parler de lui quand elle était venue pour Noël. Elle n'avait jamais mentionné son nom dans ses lettres ou au téléphone, mais dans son esprit, il était le petit ami de Nancy. Mike a contacté notre mère et lui a proposé de lui rapporter les affaires de Nancy. Il est allé voir la police et il a dit « Je me rends sur le continent, je peux apporter tout ce que vous voulez à la famille. » Mais la police ne l'a pas chargé de le faire. Mike se rend chez les Anderson, mais la famille est sceptique quant à ses motivations. J'étais curieuse. Était-il vraiment son petit ami? Quand il est venu chez nous, il paraissait sincère quand il nous a présenté ses condoléances. Mais il m'a posé cette question. « As-tu idée de qui a tué ta sœur ?» J'ai dit que non. J'étais un peu surprise qu'il me demande ça. Et je lui ai retourné la question. Il a dit « Non, mais c'est pas moi. » La famille de Nancy contacte les inspecteurs d'Honolulu pour leur demander si c'est un suspect potentiel. Et ils apprennent qu'il a déjà été interrogé. Mike a dit qu'il avait vu Nancy pour la dernière fois à l'aéroport et les enquêteurs ont établi qu'il n'était pas sur l'île d'Oahu au moment du meurtre. Les enquêteurs ont interrogé presque tout le monde dans l'entourage de Nancy et ils les ont éliminés grâce à leurs empreintes digitales ou leur alibi. Au cours des 4 mois suivants, ils reçoivent plusieurs appels qui leur fournissent différentes informations. Ils suivent chaque piste scrupuleusement, mais aucune n'aboutit. C'est le genre d'affaire qui vous donne des cauchemars.
Il n'y avait aucune raison qu'une chose pareille se produise. C'était très violent et cela semblait tout à fait fortuit à première vue. En juin 1972, 5 mois s'étaient écoulés depuis le meurtre de Nancy Anderson. À ce stade, nous n'avions aucune nouvelle piste ou information et l'enquête a été suspendue. Ils nous ont dit que tout ce qu'il y avait à espérer désormais, c'était des aveux du coupable sur son lit de mort. Ce n'était pas très encourageant. Ma mère, qui était une femme très croyante, s'est raccrochée au fait que Dieu prenait soin de nous. Je sais que Nancy est au paradis auprès de Dieu. Ma mère était en paix avec ça. Dans les années qui ont suivi la mort de Nancy, tous mes frères et sœurs se sont mariés et ont eu des enfants. On avait tous des vies bien remplies, mais on n'a jamais oublié Nancy. Quand on faisait des réunions de famille, on parlait toujours d'elle. On priait pour qu'il trouve quelque chose, quelque part, par l'intermédiaire de quelqu'un. C'est une situation compliquée en termes de ressources, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'équipe dédiée aux affaires non résolues. Au fur et à mesure du temps, d'autres affaires arrivent. Donc, à moins qu'un élément nouveau se présente, il est rare qu'on se penche à nouveau sur une affaire ancienne. 29 ans après la mort de Nancy, en février 2001, sa mère décède à l'âge de 75 ans, sans avoir eu aucune réponse sur l'identité du meurtrier de sa fille. Ma mère a été enterrée à côté de mon père et de ma sœur Nancy à Bay City dans le Michigan. On s'est dit que notre mère irait au paradis et qu'elle saurait à ce moment-là ce qui était arrivé à Nancy. Elle était très croyante. Mais on savait aussi qu'elle aurait aimé savoir de son vivant qui avait tué sa fille. Et cela nous attristait beaucoup. Elle méritait une mort paisible. Elle méritait de savoir qui avait tué Nancy. Et c'est ce qui a alimenté notre détermination à faire en sorte que le reste de la famille obtienne cette réponse. Après le décès de ma mère, en juillet 2001, j'ai écrit une longue lettre au chef de la police pour exiger que l'enquête soit rouverte. Et à ma grande surprise, le chef de la police m'a répondu en disant « Oui, nous allons rouvrir l'enquête et passer en revue tous les éléments. » Quand l'enquête a été rouverte, il s'agissait de la plus ancienne affaire instruite par la police d'Honolulu. Elle remontait à près de 30 ans. L'enquêteur, qui a passé en revue tout le dossier, a ressorti des preuves bien précises, dont 3 serviettes. En 1972, les analyses de sang permettaient uniquement de déterminer le groupe sanguin. Les inspecteurs n'imaginaient pas à l'époque qu'ils pourraient en extraire des informations génétiques. Mais ils ont eu le mérite de les conserver proprement pour éviter toute contamination. En 2003, le service médico-légal de la police d'Honolulu a fait analyser ces serviettes et a établi que l'échantillon provenait d'un individu inconnu de sexe masculin. Cela nous permettait de relier quelqu'un à cette affaire. On avait un suspect. Il ne restait plus qu'à l'identifier. En 2003, les enquêteurs retrouvent la trace de tous les hommes ayant été interrogés dans le cadre du meurtre de Nancy, plus de 30 ans auparavant. Les enquêteurs ont retrouvé Mike, le petit ami de Nancy, les 2 vendeurs de couteaux et d'autres hommes qui avaient été interrogés à l'époque. Et ils ont obtenu d'eux qu'ils leur fournissent des échantillons ADN. Certains tests ADN ont pris 6 mois et certains résultats ont mis 8 mois à arriver. On restait en contact avec eux. Avez-vous du nouveau? Avez-vous reçu des résultats? Les résultats finissent par tomber et la famille apprend qu'aucun des échantillons prélevés sur ces hommes ne correspond. Tous ces individus ont été éliminés grâce à l'ADN. Mais les enquêteurs ont un autre outil à leur disposition. La banque de données CODIS, qui recense l'ADN des criminels condamnés. De mon point de vue, l'homme qui avait poignardé 63 fois Nancy Anderson allait forcément ressortir à un moment donné dans l'une de ces bases de données. Ce n'était pas nécessairement un incident isolé. L'ADN issu de ces serviettes n'a pas révélé de correspondance dans la base de données CODIS ou le système d'indexation ADN de l'État d'Hawaï. Je ne comprenais pas pourquoi on n'obtenait aucune correspondance. D'après mon expérience, il est très rare qu'un individu ayant commis un tel crime n'ait plus aucun contact avec la police au cours des 50 années qui suivent. J'en ai déduit que cet homme était peut-être mort et que c'était la raison pour laquelle il ne figurait sur aucune base de données. En 2003, l'enquête a été de nouveau suspendue.
Que toutes ces démarches ne débouchent sur rien était une grande déception, mais on s'est dit, on ne va pas baisser les bras, on va s'accrocher et continuer à poser des questions. Au début des années 2000, ma femme et moi avons commencé à regarder des émissions de télévision sur des enfants adoptés recherchant leurs parents biologiques grâce à la généalogie génétique. Ça m'a donné une idée. Je me suis dit, s'ils retrouvent des enfants adoptés uniquement grâce à l'ADN, pourquoi ils ne retrouvent pas l'homme qui a tué Nancy? Depuis la mort de Nancy, on organise régulièrement des réunions de famille. En janvier 2018, on s'est retrouvés en Floride. Jack a dit « On fait des nouvelles choses avec l'ADN ». Il s'était renseigné sur la généalogie génétique. Je lui ai répondu « Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je te suis, Jack ». En février, j'ai à nouveau écrit au chef de la police pour lui demander s'il était possible de recourir à la généalogie génétique. La généalogie génétique consiste à prendre le profil génétique et à trouver une correspondance avec l'ascendance d'un individu, avec un membre de la famille. C'est quelque chose dont on avait connaissance, mais qu'on ne maîtrisait pas très bien. La police d'Honolulu n'a jamais eu recours à cette méthode et leurs laboratoires ne sont pas capables de produire des résultats génétiques assez détaillés pour utiliser la généalogie. Au retour de cette réunion de famille, je me suis dit, on a besoin d'aide, on ne peut pas faire ça tout seul. La police a besoin d'aide. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur cette généalogiste génétique appelée Sissi Moore. Début 2019, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai dit, Sissi, on a besoin de votre aide. Et en fin de journée, j'ai reçu une réponse, je veux aider votre famille. À Parabon, on travaille avec la police pour reconstituer l'arbre généalogique d'un individu à l'aide de techniques de généalogie génétique dans le but d'identifier des personnes qui ont laissé leur ADN sur des scènes de crime. Ce n'est pas courant qu'une famille fasse appel à moi. C'était un peu différent et je me suis beaucoup investie émotionnellement dans cette affaire. Parabon Nanolabs pouvait fournir une simulation de ce à quoi cet individu ressemblait à partir de son profil ADN. Et c'est quelque chose dont nos laboratoires n'étaient pas capables. C'est ce qu'on appelle un cliché phénotypique et il s'appuie sur l'ADN pour prédire les traits physiques d'un individu. En juillet 2019, près de 50 ans après le meurtre de Nancy, les enquêteurs d'Honolulu ont enfin un portrait robot du tueur. Notre prédiction montrait que l'individu qui avait laissé son ADN sur la scène de crime avait une peau claire à très claire, des yeux marrons ou noisettes, des cheveux bruns ou noirs, avec des ancêtres d'Europe du Sud et d'Europe du Sud-Est. Il ne s'agit pas d'une image aussi exacte qu'une photographie, mais elle permet d'aider à déterminer qui cet individu pourrait être. C'est là que la généalogie génétique intervient. J'ai fait l'arbre généalogique des personnes dont l'ADN est commun à celui de ce suspect inconnu. En élaborant cet arbre, j'ai vu qu'il renvoyait à 3 régions géographiques: la Roumanie et 2 endroits différents dans le sud de l'Italie. Un mélange d'ancêtres tout à fait unique. Et je me suis dit qu'en 1972, à Honolulu, il n'y avait probablement pas beaucoup de personnes qui étaient à moitié roumaines et à moitié italiennes. Cela m'a donné des éléments très spécifiques à rechercher. J'ai découvert que l'annuaire de la ville d'Honolulu de 1971 avait été numérisé et qu'il était en ligne. J'ai commencé à rechercher des noms de famille qui avaient une origine roumaine ou italienne. Et j'ai fait leurs arbres généalogiques. J'ai mis du temps à atteindre la lettre C. Mais en arrivant à la lettre C, je suis tombée sur le nom de Tudor Chirila. Et Chirila m'a tout de suite sauté aux yeux comme étant un nom roumain. J'ai donc fait son arbre généalogique. Il était à moitié roumain du côté du père et à moitié italien du côté de la mère. J'étais toute excitée. À l'aide d'archives en ligne, Sissi se penche sur le passé de Chirila. J'ai trouvé des photos de lui et ses traits correspondaient à nos prédictions. Cheveux foncés, yeux marrons, teint clair. Il vivait avec sa femme à environ 3 km du domicile de Nancy au moment où elle a été tuée.
Il avait obtenu un master de lettres à l'université d'Hawaï et il travaillait comme chargé de cours au moment du meurtre de Nancy. Après avoir quitté Honolulu, Tudor a obtenu un diplôme de droit en Californie en 1977. Et en 1980, il exerçait comme juriste dans le Nevada. À première vue, il semblait honnête. Il avait un fils et 2 filles, il était substitut du procureur général dans le Nevada et il s'était même présenté pour diriger la Cour suprême du Nevada. Ce n'est pas le genre de personne qu'on soupçonne habituellement de meurtre. Mais en y regardant de plus près, j'ai trouvé des choses très intrigantes. J'ai découvert qu'il refusait de verser la pension alimentaire de son ex-femme. Il avait été arrêté pour avoir enlevé sa petite amie qui essayait de le quitter. Il avait aussi dirigé le Mustang Ranch dans le Nevada pour le compte du truand Joe Conforte. Donc il n'était pas aussi intègre qu'il en avait l'air. Malgré sa carrière dans les hautes sphères, c'était peut-être l'individu qu'on recherchait. Après 2 ans de recherche, en novembre 2021, Cissy Moore envoie son rapport à la police d'Honolulu et désigne Tudor Chirillo, 77 ans, comme un possible suspect dans le meurtre de Nancy. Au début, j'ai bien vu qu'ils étaient dubitatifs. C'est une blague? Vous avez trouvé ça dans l'annuaire? C'est culotté de dire « J'ai épluché l'annuaire et voici le coupable ». Surtout après 50 ans d'enquête. Alors qu'on regardait d'encore plus près le passé de Tudor, j'ai senti que j'avais piqué leur curiosité. Je crois qu'ils étaient raisonnablement optimistes. À partir de là, c'était à nous de prendre le relais. On a cherché par tous les moyens à établir un lien entre Nancy et Tudor. Ils n'habitaient pas au même endroit, ils n'avaient pas le même âge, ni le même statut marital. Nancy semblait ne rien avoir en commun avec Tudor. Rien n'indiquait qu'ils avaient fréquenté les mêmes cercles sociaux. Il n'y avait aucune raison de penser qu'elle était allée à l'université d'Hawaï. Il était peut-être allé au McDonald's d'Ala Moana, ou bien il l'avait croisé à Waikiki. Mais ce n'était que des conjectures. J'étais sur des charbons ardents. Je voulais absolument savoir si Tudor était celui qui avait tué Nancy. Et le seul moyen de le savoir était que la police recueille son ADN et le compare avec celui prélevé sur la scène de crime. Tudor Chirillo vit seul à Reno, dans le Nevada. Et la police d'Honolulu ne peut pas obtenir de mandat pour prélever son ADN en s'appuyant seulement sur les recherches généalogiques de Cissy Moore. Alors en février 2022, il s'associe à la police de Reno afin de recueillir légalement l'ADN de Chirillo. Ils ont tenté de le suivre et de récupérer un chewing-gum ou un mégot de cigarette. Et cela s'est avéré extrêmement difficile. Tudor ne quittait pas son appartement très souvent. Il jetait ses ordures dans une poubelle commune. Des semaines et des mois sont passés. Une fois que cette information est parvenue à Cissy, elle s'est dit « Il y a encore quelque chose qu'on peut faire ». J'ai découvert dans des articles de journaux et des dossiers judiciaires que Tudor était brouillé avec ses enfants. Alors j'ai pensé que si on n'arrivait pas à obtenir l'ADN de Tudor, on réussirait peut-être à avoir celui de son fils. Parabon savait qu'il avait un fils qui vivait à Newport Beach, en Californie. Donc la police d'Honolulu a demandé à la police de Newport Beach de contacter son fils, John Chirillo. Quand les enquêteurs lui ont demandé s'il était prêt à fournir un échantillon d'ADN, il a tout de suite répondu « C'est au sujet de mon père, c'est ça ?» J'ai trouvé très révélateur que John Chirillo soupçonne quelque chose depuis longtemps dans le passé de son père. En avril 2022, John, le fils de Tudor Chirillo, accepte de donner son ADN, qui est ensuite comparé à celui retrouvé sur la scène de crime de 1972. Après 50 ans d'attente, on avait enfin une correspondance. John Chirillo était le fils biologique de la personne qui avait laissé son ADN sur la scène de crime. Ce qui voulait dire que l'assassin de Nancy était Tudor Chirillo. Même s'ils avaient obtenu cette correspondance, il fallait qu'ils recueillent un échantillon d'ADN auprès de Chirillo lui-même. Avec l'aide de la police sur le continent, ils ont réussi à se faire délivrer un mandat.
Le 5 septembre 2022, la police se rend à l'appartement de M. Chirila à Reno, dans le Nevada. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chirila? Oui. Police de Reno, on peut entrer pour vous parler un instant? On peut parler ici? Bien sûr, on vous écoute. Attendez une minute. Si je vous laisse entrer, c'est pour m'arrêter une fois à l'intérieur? J'ai pas l'intention de vous arrêter aujourd'hui. D'accord. D'accord? Ça paraissait bizarre. Ils devaient lui expliquer pourquoi il prélevait son ADN. Je suis l'inspecteur Meade de la police d'Honolulu. On enquête sur un meurtre commis en 1972. On a un mandat pour recueillir un échantillon de votre ADN. Ce n'est pas illégal? Non, ce n'est pas illégal parce qu'on a un mandat de perquisition. Même si Chirila n'a jamais avoué le meurtre, sa réaction face à la police en dit long. Merci, monsieur. Bonne journée. Le délai entre le moment où son ADN a été prélevé et le moment où il a été analysé était de 2 jours. Et c'était une source d'inquiétude pour ma famille. Qu'allait-il faire pendant ces 2 jours? Eh bien, il a fait des choses très étranges. Le 8 septembre 2022, M. Chirila transfère la propriété de sa voiture à son voisin et tente de se suicider en prenant une surdose de médicaments. Malheureusement pour lui, il avait déclenché un incendie. Quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont trouvé. Ils ont découvert qu'il avait fait une overdose médicamenteuse et ils ont pu le ranimer. Vous pouvez me parler? J'estime que les gens innocents n'essaient pas de céder leurs biens ou de se suicider. Ce sont les actes d'une personne coupable. 4 jours plus tard, la plus ancienne affaire non résolue de la police d'Honolulu n'est plus un mystère. Et la famille de Nancy reçoit la nouvelle qu'elle attend depuis 50 ans. On a reçu l'appel d'un inspecteur qui a dit « Ça correspond. C'est Tudor Chirila. Il a été arrêté à l'hôpital et il est maintenant à la prison de Reno. Après toutes ces années, on l'a trouvé. C'est lui qui a tué notre sœur. Et je n'arrêtais pas de répéter « Merci, merci ». On était tous sur un petit nuage de savoir qu'il avait enfin été arrêté. J'étais folle de joie, parce que je me sentais très redevable vis-à-vis de la famille de Nancy. C'était un vrai sentiment de victoire. Tudor Chirila est extradé vers Hawaï. Et comme sa caution est fixée à $1 million, il attendra son procès en prison. Il est derrière les barreaux. Et on espère qu'il va être jugé et condamné. L'accusation s'était préparée pendant plus d'1 an à ce procès. Mais le 25 décembre 2023, M. Chirila a été emmené dans l'unité des soins palliatifs du Queens Medical Center. Depuis 2 jours, il refusait de s'alimenter, de boire et de prendre ses médicaments. Il a été déclaré mort à l'hôpital. C'était le jour de Noël. Pour nous, c'est un jour poétique, si j'ose dire. Parce que la dernière fois qu'on a vu Nancy, c'était pendant les vacances de Noël 1971. S'il existe une justice poétique, et s'il y avait un jour où il devait mourir, pour nous, c'était le bon jour. J'étais déçue. Je voulais qu'il se retrouve assis dans une salle d'audience et qu'il soit obligé de faire face aux 9 frères et sœurs de Nancy. C'était mon souhait. J'ai parlé à mon frère Jack. Il a dit « Il n'est plus là. Il a eu une mort misérable. Il était seul. Que pouvait-on demander de plus, Carol ?» Et je lui ai dit « Tu as raison, Jack. Justice a été rendue pour Nancy. » Même si on aurait aimé aller au tribunal, on était soulagés de s'épargner toutes ces émotions. Je salue le travail de la police d'Honolulu. Quand je leur ai écrit cette lettre en 2001, ils ont tout de suite rouvert l'enquête. Ils ont interrogé tout le monde, Jody Spooner et tous les autres. Ils les ont à nouveau soumis au détecteur de mensonges. La police d'Honolulu a énormément fait au fil des années. On a été en contact avec 15 inspecteurs différents. Des majors, des inspecteurs, des capitaines. À chaque fois qu'un nouveau chef est arrivé, je lui écris une lettre pour lui expliquer l'affaire. Et à chaque fois, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. On leur en est extrêmement reconnaissant.
Beaucoup d'enquêteurs ont travaillé sur l'affaire. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de la résoudre. Il faut saluer leur engagement, ainsi que celui de Cissy Moore et de la famille. Parce qu'ils ont tenu bon, et que c'est eux qui ont subi ce traumatisme. Notre but n'était pas tant de savoir pourquoi c'est arrivé à Nancy, mais qui lui a fait une chose pareille. Je crois que on ne cherchait pas tant à savoir pourquoi. Bien sûr, par curiosité, n'importe qui voudrait savoir. Mais pour nous, il n'y a tout simplement aucune raison, aucune justification. C'est inimaginable. J'ignore si Nancy l'a croisée dans la rue et invité chez elle, ou s'il a réussi à la convaincre de le laisser entrer. On ignore son mobile, mais d'une façon ou d'une autre, Tudor Chirillah a réussi à accéder à l'appartement de Nancy et il l'a poignardée à mort. Grâce en partie au succès de la généalogie génétique, la police a réexaminé ses preuves. On est capable d'utiliser de toutes petites quantités d'ADN pour créer ces profils dont on a besoin en généalogie génétique. Donc il se peut qu'on retrouve d'autres échantillons ADN sur une autre scène de crime qui correspondront à celui de Tudor Chirillah. On ne sait pas, mais je ne serais pas surprise. En réalité, je suis certaine qu'il a fait d'autres victimes. On sait qu'il a persécuté sa femme et on sait qu'il a persécuté une ex-petite amie. Donc, je ne serais pas surprise que des gens finissent par parler. Peut-être des employés du Mustang Ranch ou une autre ex-compagne. Je sais que certaines personnes avaient peur de lui. Donc maintenant qu'il est décédé, on va peut-être entendre parler d'autres victimes, ou bien d'autres affaires non résolues vont pouvoir être reliées à lui. En l'honneur de Nancy et pour aider d'autres familles à obtenir justice pour leurs proches, les Anderson et Cissy Moore sont en train de créer une base de données ADN abordable pour la police. Les coûts de la généalogie génétique augmentent et on essaie de faire en sorte que ça reste gratuit pour la police afin de l'aider à résoudre ces crimes. Si on peut aider des familles dans la même situation, c'est très important pour nous. On essaie d'utiliser cette énergie et cette tragédie et d'en faire quelque chose de positif. Ça me rend heureuse de savoir que Nancy a suivi ses rêves. Elle est restée fidèle à elle-même. Elle a dû se sentir heureuse d'être assez forte pour aller jusqu'au bout d'un rêve aussi grand. Cette photo date de l'année de son bac. C'est la photo qui est tombée du mur au moment exact où elle a été tuée. Et j'ai dû ramasser les bris de verre qui étaient par terre. Je dis souvent aux gens que j'ai le sentiment que pendant 50 ans, on a ramassé ces bris de verre et qu'au bout de 50 ans, on a enfin pu les balayer. On aura accompli cette chose-là dans notre vie et on pourra dire à Nancy, on a fait ça pour toi, on a obtenu justice pour toi. Ça me fait du bien. Je suis d'accord. Dans une petite ville où les rues semblaient respirer au rythme lent des saisons, il y avait une boulangerie qui portait une enseigne simple, chez Élise. Le bois du panneau avait vieilli avec le temps, les lettres dorées s'étaient un peu effacées, mais l'odeur qui s'échappait de la porte chaque matin parlait d'une chaleur immuable. C'était un parfum de pain chaud, de croûtes dorées, de viennoiseries encore fumantes qui semblaient inviter même les plus pressés à ralentir leurs pas. Élise, la boulangère, n'était pas une femme qu'on remarquait au premier coup d'œil. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Ses cheveux bruns attachés en chignon, ses mains souvent couvertes de farine, son tablier taché de levain. Mais il y avait, dans sa manière de sourire, quelque chose qui marquait. Un sourire pas forcé, pas exagéré, mais un sourire qui donnait le sentiment qu'on était attendu, que la porte de cette boutique ne s'ouvrait pas seulement pour vendre du pain, mais pour accueillir un morceau de chaleur humaine. Chaque matin, avant même que le jour ne se lève, Élise se levait. Elle connaissait par cœur les gestes de son métier. Mesurer, pétrir, façonner, enfourner. La boulangerie était pour elle un prolongement naturel de sa respiration. Mais ce qui la rendait différente, c'était une petite habitude, un détail, qui, à première vue, n'avait rien d'exceptionnel.
Elle glissait toujours un petit pain gratuit dans le sac d'un enfant du quartier. Cela avait commencé sans qu'elle s'en rende compte vraiment. Un matin, alors qu'elle voyait un petit garçon rester longtemps devant la vitrine, les yeux fixés sur une brioche brillante, elle avait senti son cœur se serrer. Le garçon n'était pas rentré. Il avait juste regardé, puis il avait baissé la tête et s'était éloigné. Quand, quelques jours plus tard, il était revenu avec une pièce froissée dans la main, assez juste pour une simple baguette, Élise avait souri et, discrètement, avait ajouté un petit pain rond encore chaud dans le sac. « Ah, c'est pour toi ? Mais ne le dis à personne », avait-elle murmuré avec un clin d'œil. Le garçon avait ouvert de grands yeux, surpris, puis il avait hoché la tête avec un sérieux presque solennel. Et depuis ce jour-là, ce geste était devenu une sorte de rituel, pas seulement pour ce garçon, mais pour d'autres enfants qui passaient, parfois avec de petites pièces, parfois juste avec des yeux pleins de désir devant les vitrines. Élise ne comptait pas ce qu'elle donnait. Elle glissait ce petit pain comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce qui semblait pour elle un détail presque invisible devenait, pour ses enfants, un souvenir précieux. Un petit pain chaud pouvait paraître peu de choses, mais dans le cœur d'un enfant, il pouvait peser autant que des mots tendres, autant qu'un geste d'amour. La boulangerie, dès les premières heures du matin, accueillait ses habitués. Des ouvriers qui venaient chercher une baguette avant le travail, des mères qui passaient acheter des croissants pour leurs enfants, des personnes âgées qui profitaient d'une miche pour engager la conversation avec Élise. Tous savaient qu'ils trouveraient là plus que du pain. Mais ce qu'ils ne savaient pas toujours, c'était cette petite générosité cachée. Élise ne se vantait pas, ne parlait pas de ses gestes. Elle donnait, simplement. Et ce don discret allait peu à peu tisser des liens invisibles dans le quartier. Il y avait un banc en face de la boulangerie. Souvent, Élise voyait les enfants s'asseoir là pour croquer leur petit pain gratuit, comme s'ils savouraient bien plus que de la farine et de l'eau. Elle aimait les voir rire, s'essuyer les mains pleines de miettes sur leurs pantalons, partager même parfois un morceau avec un camarade. Cela lui rappelait son propre père, boulanger lui aussi, qui disait toujours « Le pain n'est bon que lorsqu'il est partagé ». Un soir d'hiver, alors que le froid piquait les joues et que la nuit tombait plus tôt, un garçon s'est attardé plus longtemps que d'habitude. Élise le connaissait. Il s'appelait Julien. Il avait une dizaine d'années et venait souvent chercher une baguette pour sa mère. Ce soir-là, il avait l'air triste, ses yeux fixés sur le sol. Quand Élise lui tendit le sac avec la baguette, elle glissa, comme toujours, un petit pain supplémentaire. Mais Julien resta immobile. « Madame Élise, dit-il d'une voix basse, je n'ai plus d'argent pour demain. Maman a dit qu'on ne pourra pas acheter de pain. » Élise le regarda avec douceur. Elle posa sa main sur son épaule. « Alors tu viendras quand même, Julien. Le pain t'attendra. Argent ou pas ?» Julien leva la tête, surpris. Ses yeux brillèrent dans la lumière de la boulangerie. Il ne répondit pas, mais le lendemain, il revint. Et le jour d'après aussi. Élise ne comptait pas, elle donnait, comme on respire. Les habitants du quartier, peu à peu, commencèrent à remarquer cette habitude. Certains pensaient que c'était une légende, une histoire d'enfant. D'autres savaient, mais personne ne disait rien. C'était comme un secret partagé, un fil invisible qui réchauffait la petite ville. Le temps passait, et dans cette petite boulangerie, chaque matin ressemblait à une mélodie répétée, mais jamais monotone. Les gestes d'Élise étaient les mêmes, pourtant, dans ces gestes se cachait toujours une tendresse nouvelle. Les enfants grandissaient, certains venaient désormais seuls acheter leur pain, d'autres tenaient la main d'un petit frère ou d'une petite sœur qu'ils guidaient jusque-là, comme s'ils transmettaient le rituel invisible qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Les saisons changeaient, et avec elles, la lumière dans la vitrine de la boulangerie. L'hiver habillait les carreaux d'une buée épaisse, derrière laquelle les formes des baguettes semblaient des promesses de chaleur. Le printemps déposait ses premières fleurs sur le rebord de la fenêtre, où Élise aimait poser de petits pots de géranium rouge. L'été ouvrait la porte de la boutique sur les rires qui s'échappaient de la rue et l'automne, lui, peignait de cuivre les feuilles des arbres qui se reflétaient dans les vitres. Dans ce décor, le petit geste d'Élise continuait, discret et constant, comme un battement de cœur. Elle ne cherchait jamais la reconnaissance.
Parfois, les parents venaient discrètement la remercier, mais elle leur répondait toujours d'un signe de main, comme si ce qu'elle faisait n'avait rien d'extraordinaire. Pour elle, un petit pain offert n'était pas une perte, mais un fragment de lien humain, une graine semée dans le quotidien. Julien, le garçon qui avait confié un soir qu'il n'aurait plus de quoi acheter du pain, revenait chaque jour. Il avait pris l'habitude de rester un peu plus longtemps dans la boutique, de poser quelques questions sur les fournées, d'observer Élise pétrir la pâte. Ses yeux suivaient les mouvements de ses mains comme on suit un secret qu'on aimerait apprendre. Élise, amusée, lui avait un jour tendu un tablier trop grand pour lui. « Si tu veux regarder, tu peux aussi essayer », dit-elle en riant doucement. Julien avait rougi, mais il avait plongé ses petites mains dans la farine. Les gestes étaient maladroits, la pâte collait, mais il riait, un rire léger qui emplissait la boulangerie comme une musique. Élise le regardait et se souvenait de son père, qui lui avait dit un jour, alors qu'elle n'était qu'une enfant, « Le pain, c'est un travail des mains, mais aussi du cœur. Si tu n'y mets pas ton cœur, il reste lourd. Si tu y mets de la tendresse, il respire. » Ces mots, elle les entendait résonner en voyant Julien. Elle savait que pour lui, ce n'était pas seulement un jeu, mais une façon de sentir qu'il appartenait à quelque chose, qu'il avait une place, qu'on lui faisait confiance. Dans le quartier, certains commençaient à raconter qu'Élise n'était pas seulement une boulangère. Elle était comme une gardienne silencieuse des petits dépôts bonheur, une femme qui savait voir là où personne ne regardait. Les enfants n'étaient pas les seuls à bénéficier de ses attentions. Il arrivait qu'elle glisse une brioche dans le sac d'une vieille dame seule, ou qu'elle mette une miche encore chaude de côté pour un ouvrier qui travaillait tard et n'arrivait jamais avant la fermeture. Chaque geste était discret, presque invisible, mais chacun portait une tendresse que les mots n'auraient pas su dire. Un jour d'automne, alors que les feuilles s'amoncelaient sur le trottoir, un vieil homme entra dans la boulangerie. Il marchait lentement, appuyé sur une canne, et ses yeux cherchaient visiblement quelque chose au-delà du simple pain. Élise l'accueillit avec le même sourire qu'elle offrait à tous. « Une baguette, s'il vous plaît » dit-il d'une voix fatiguée. Elle lui tendit le pain, et comme toujours, elle ajouta un petit pain rond, qu'elle glissa dans le sac sans un mot. Le vieil homme le remarqua. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il en sortit le petit pain, et le posa sur le comptoir. « Je n'ai rien demandé de plus » dit-il doucement. Élise sourit encore, mais ses yeux brillaient d'une émotion silencieuse. « Parfois on reçoit sans demander, » répondit-elle. Le vieil homme resta figé quelques secondes, puis, lentement, ses lèvres esquissèrent un sourire qui semblait avoir été oublié depuis longtemps. Il reprit le petit pain, comme s'il tenait entre ses doigts bien plus qu'un morceau de farine et de levain. La nouvelle se répandit encore un peu plus dans le quartier. Pas comme une rumeur bruyante, mais comme une confidence qui voyage de bouche en bouche, avec une certaine douceur. Les gens venaient à la boulangerie non seulement pour acheter, mais pour ressentir, pour retrouver un peu de chaleur, un peu de lenteur dans un monde qui allait trop vite. Et pourtant, Élise continuait de vivre ses journées sans chercher autre chose que le bonheur simple de pétrir, de cuire, de donner. Elle ne s'imaginait pas héroïne d'une histoire. Elle voyait son geste comme on allume une petite lampe dans une pièce sombre sans songer que, dehors, cette lumière pouvait guider des pas perdus. Julien, lui, s'attachait de plus en plus à cette boulangerie. Parfois, il venait même quand il n'avait rien à acheter, juste pour sentir l'odeur, pour dire bonjour, pour s'assurer qu'Élise était là. Et dans ses yeux d'enfant, Élise voyait poindre quelque chose de précieux, la certitude qu'il y a, dans ce monde, des lieux où l'on est attendu, où l'on est accueilli sans condition. Ce soir-là, en fermant la boutique, Élise observa le banc en face. Quelques miettes y reposaient encore, vestiges d'un pain partagé entre des enfants. Le ciel s'était teinté d'orange et de violet, et dans ce silence, elle sentit monter en elle une gratitude immense. Elle ne possédait pas grand-chose. Sa vie n'était pas riche en biens, mais elle l'était en rencontres, en regards échangés, en sourires rendus. Elle comprit que c'était cela, sa vraie richesse, être un fil de lumière dans le tissu ordinaire des jours. L'hiver arriva avec son manteau d'air froid et ses trottoirs recouverts de givre.
Dans la petite ville, les pas résonnaient plus vite. Les épaules se tassaient sous les écharpes et les regards cherchaient les vitrines lumineuses comme des refuges contre la rudesse du vent. Chez Élise, pourtant, la chaleur demeurait constante. Le four, allumé dès avant l'aube, diffusait une respiration chaude et régulière, et l'odeur de pain frais se mêlait aux effluves de café que certains habitants venaient boire en échangeant quelques mots. C'était une saison où les petits pains gratuits prenaient encore plus de sens. Pour un enfant qui grelottait en allant à l'école, pour un vieillard dont les doigts engourdis peinaient à serrer quelques pièces, pour une mère fatiguée qui cherchait à offrir un peu de douceur à son enfant, ce pain avait la valeur d'un trésor. Élise le savait, sans jamais le dire. Elle voyait les yeux qui s'illuminaient lorsqu'il découvrait ce cadeau discret. Et cela suffisait à réchauffer ses propres journées. Julien, fidèle à ses visites, avait trouvé dans la boulangerie bien plus qu'un lieu d'achat. Il venait parfois aider Élise à ranger les sacs de farine, à essuyer le comptoir ou simplement à bavarder. Ces mots étaient simples, mais derrière ces phrases maladroites se cachait un attachement profond. Il ne disait pas « merci » à chaque fois. Il n'en avait pas besoin. Son sourire, son regard qui brillait en croquant dans le pain chaud, parlaient pour lui. Un soir de neige, alors que les rues s'étaient vidées, Julien arriva en courant, les joues rouges, les cheveux parsemés de flocons. Il tenait quelque chose dans ses mains, une petite boîte en carton. Il la posa timidement sur le comptoir. « C'est pour vous, Madame Élise. » Intriguée, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un dessin d'enfant colorié au crayon. On y voyait une boulangerie avec une grande fenêtre d'où sortaient des nuages parfumés. Et devant, un enfant qui tenait un petit pain rond avec un grand sourire. En bas, maladroitement écrit « Merci pour la chaleur ». Élise sentit sa gorge se serrer. Elle posa doucement sa main sur la tête de Julien. « C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis longtemps », dit-elle d'une voix tremblante. Ce dessin, elle l'accrocha derrière le comptoir, là où chaque client pouvait le voir. Beaucoup s'arrêtèrent pour l'admirer. Certains sourirent, d'autres baissèrent les yeux, touchés en silence. Le dessin devint un peu comme le symbole de ce que représentait la boulangerie pour le quartier. Un foyer, une chaleur partagée, une générosité discrète mais profonde. Les jours passaient, et plus les gens entraient dans la boutique, plus ils semblaient ralentir leur rythme. Comme si, en franchissant cette porte, ils laissaient dehors l'agitation, la fatigue, les soucis. À l'intérieur, il y avait un temps différent, un temps fait de regards échangés, de mots simples, de gestes qui ne coûtaient rien mais qui changeaient tout. Un matin particulièrement glacial, Élise vit entrer une femme qu'elle n'avait jamais vue. Elle tenait un enfant dans ses bras, serré contre elle pour le protéger du froid. La femme semblait épuisée, ses vêtements usés parlaient d'une vie difficile. Elle demanda une baguette d'une voix timide, comptant ses pièces avec une hésitation douloureuse. Élise prépara la baguette, mais, en silence, ajouta aussi un petit pain et une brioche. La femme releva la tête, surprise. « Je n'ai pas assez pour ça, » murmura-t-elle. Élise lui tendit le sac avec un sourire doux. « Vous avez assez pour ce qu'il faut. Le reste, c'est un cadeau. » Les yeux de la femme s'embuèrent de larmes. Elle serra son enfant un peu plus fort, puis, sans un mot de plus, elle sortit. Dehors, on vit l'enfant mordre dans la brioche avec un bonheur simple, et la mère essuyait discrètement une larme sur sa joue. Cette scène resta longtemps gravée dans la mémoire des clients présents ce matin-là. Ils ne dirent rien à Élise, mais leur regard, en sortant, portait une émotion nouvelle. Comme si chacun avait compris, dans ce geste, une vérité qu'on oublie trop souvent, que la bonté n'a pas besoin de grands spectacles pour exister. Le soir venu, alors qu'elle balayait les miettes restées sur le sol, Élise repensa à cette femme. Elle se dit que, peut-être, elle ne la reverrait jamais. Mais elle savait que ce petit pain et cette brioche avaient porté en eux plus qu'un goût. Un peu de réconfort, un peu de dignité rendue, et cela suffisait. Julien, assis sur le banc en face, observait la vitrine illuminée. Il voyait les silhouettes défiler, entrer, sortir, et il comprenait à sa manière d'enfant que quelque chose d'invisible se passait là. Ce n'était pas seulement du pain qu'on achetait, c'était une part de chaleur humaine. Il serra contre lui son dessin, fier qu'il soit accroché à l'intérieur,
comme une petite preuve que ce qu'il ressentait avait été compris. Cette nuit-là, il rentra chez lui en silence, les pas dans la neige crissant comme une mélodie lente, dans sa poche un petit pain rond encore tiède, et dans son cœur la certitude qu'il existait encore des endroits où la bonté ne se disait pas, mais se vivait. Le printemps revint, timide d'abord, avec quelques rayons de soleil qui perçaient entre les nuages et des bourgeons fragiles aux branches encore froides. Dans la petite ville, l'air sembla soudain plus léger, et devant la boulangerie d'Élise, les passants s'arrêtaient plus volontiers pour humer le parfum de pain chaud qui s'en échappait. Les enfants, débarrassés de leurs lourds manteaux d'hiver, couraient à nouveau sur le trottoir, et leur rire résonnait jusque dans l'arrière-boutique où Élise pétrissait la pâte. Elle levait parfois la tête, essuyant de son poignet la farine qui couvrait son front, et souriait en entendant cette vie reprendre. Le banc en face de la boulangerie retrouvait lui aussi son rôle de refuge. On y voyait des enfants mordre dans leur petit pain, des adolescents y déposer leurs cartables, des personnes âgées s'y reposer un instant au soleil. Tout semblait à sa place, dans une harmonie fragile mais précieuse. Julien, qui avait grandi de quelques centimètres cet hiver, venait toujours. Ses cheveux s'éclaircissaient au reflet de ceux du soleil, son visage s'affinait doucement, mais son regard restait le même. Celui d'un enfant qui avait trouvé dans la boulangerie une seconde maison. Il s'asseyait souvent sur le tabouret près du comptoir, les coudes posés, observant les clients défiler, comme s'il faisait partie du décor. Un après-midi, alors que la boutique était calme, il osa poser une question qui trottait depuis longtemps dans sa tête. « Madame Élise, pourquoi vous donnez toujours des petits pains gratuits ?» Élise s'arrêta un instant, les mains plongées dans la pâte. Elle releva les yeux vers Julien, et son sourire fut à la fois doux et mélancolique. « Ah, parce que quelqu'un l'a fait pour moi, quand j'étais enfant. » Julien la regarda intrigué. Élise reprit, sa voix se teintant d'une lenteur qui invitait à l'écoute. « Mon père était boulanger. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, et certains jours, nous vivions presque seulement avec ce qu'il sortait du four. Un jour, alors que j'étais encore petite, une femme est entrée. Elle avait le visage fatigué, et je me souviens de ses yeux qui semblaient demander pardon de n'avoir que quelques pièces à donner. Mon père lui a donné bien plus que ce qu'elle pouvait payer. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « Ce que tu donnes aujourd'hui, tu le retrouveras demain, dans le regard de quelqu'un. » Je n'ai jamais oublié. Julien resta silencieux. Ses doigts jouaient avec une miette sur le comptoir, puis il dit doucement « Alors, c'est comme si vous continuiez ce qu'il a commencé. » Élise hocha la tête, ses yeux brillants. « Oui, c'est exactement ça. » Dans ce silence partagé, une vérité se grava dans le cœur de Julien. Il comprit que chaque petit pain qu'il recevait portait en lui une histoire plus ancienne, une mémoire de bonté transmise d'une génération à l'autre. Et il sut que, d'une certaine façon, il en deviendrait lui aussi le gardien. Les jours passèrent, et avec le printemps, la boulangerie devint un lieu encore plus vivant. Les écoliers s'y arrêtaient après la classe, les couples y venaient acheter une brioche pour la partager sur le banc. Les voisins s'y retrouvaient pour échanger les nouvelles. Chacun semblait y chercher plus que du pain, un souffle de lenteur, un rappel que la vie pouvait être simple et belle, même dans ses plus petites choses. Un soir, alors que la lumière déclinait, Élise aperçut un adolescent qu'elle ne connaissait pas. Il restait debout devant la vitrine, hésitant, les mains enfoncées dans les poches. Son visage exprimait cette fierté fragile propre aux jeunes qui veulent paraître plus forts qu'ils ne le sont. Elle sortit, essuyant ses mains sur son tablier. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle avec un sourire. Le garçon haussa les épaules, comme pour cacher sa gêne, puis finit par franchir la porte. Il demanda une baguette, et lorsqu'il sortit ses pièces, Élise vit qu'il n'avait pas assez. Elle posa doucement la baguette sur le comptoir, et comme toujours, elle ajouta un petit pain rond. Le garçon la regarda, surpris, puis détourna les yeux. Il prit le sac sans un mot, mais en sortant, Élise aperçut ses lèvres qui murmuraient un « merci » presque inaudible. Elle le vit ensuite s'asseoir sur le banc, manger lentement le petit pain, seul, mais visiblement moins lourd qu'à son arrivée. Cette scène, Élise l'avait déjà vécue des dizaines de fois, et pourtant, chaque fois, c'était comme la première. Chaque fois, elle sentait en elle cette conviction qu'un geste minuscule
pouvait changer la couleur d'une journée, redonner un peu de dignité, un peu de chaleur. Le quartier, sans même le dire, avait commencé à se transformer autour de cette habitude. On se saluait plus souvent, on partageait plus facilement. Certains clients, inspirés par Élise, avaient commencé à imiter son geste à leur manière. Un commerçant offrait une pomme de plus, une voisine déposait des fleurs sur un rebord de fenêtre, un vieil homme donnait une pièce à un enfant pour qu'il s'achète une friandise, comme si la bonté se répandait goutte à goutte en silence. Ce soir-là, Élise, en fermant la boutique, leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Elle sentit une fatigue douce dans ses bras, une chaleur dans son cœur. Le banc en face était vide, mais elle savait qu'il avait accueilli des rires, des confidences, des silences partagés. Elle comprit que sa boulangerie n'était pas seulement un lieu de travail, mais une petite flamme qui éclairait la vie de ceux qui la croisaient. Et dans ce souffle du printemps, elle se dit que, tant qu'elle en aurait la force, elle continuerait. Non pas parce que c'était une obligation, mais parce que c'était une façon d'aimer. L'été s'installa doucement sur la petite ville. Le soleil allongeait les journées et la lumière dorée s'attardait longtemps sur les façades aux volets entr'ouverts. La chaleur faisait vibrer l'air au-dessus du bitume et les enfants, en sortant de l'école, couraient vers la boulangerie d'Élise comme s'ils savaient qu'ils y trouveraient un abri frais et un sourire qui ne se lassait jamais. Les portes de la boutique restaient ouvertes presque toute la journée, laissant entrer le parfum du pain mêlé à celui des fleurs des jardins voisins. On entendait les rires éclater jusque dans la rue et les passants ralentissaient, parfois même sans acheter, juste pour jeter un œil à cette petite scène de vie qui avait l'air de s'épanouir naturellement. Julien avait grandi encore un peu. Son pas était plus assuré, ses gestes plus fermes. Pourtant, chaque fois qu'il franchissait le seuil de la boulangerie, il retrouvait cette expression d'enfant émerveillé. Il aimait particulièrement observer Élise préparer ses fournées d'été, les pains aux olives, les brioches légères au sucre, les petites fougasses dorées qui sortaient du four en exhalant un parfum d'herbe. Un après-midi brûlant, alors que les cigales semblaient chanter jusque dans les murs, Julien aida Élise à ranger les sacs de farine. Ses mains étaient blanches, ses cheveux collés par la sueur. Mais il riait, et dans ce rire, Élise percevait quelque chose de rare, une confiance absolue, une innocence préservée malgré les difficultés. Quand ils eurent terminé, ils s'assirent tous les deux devant la boulangerie, à l'ombre, avec un verre d'eau fraîche. Le banc, ce témoin silencieux des histoires de la journée, accueillait encore leurs confidences. Julien regarda les passants, puis il dit doucement « Vous savez, Madame Élise, parfois j'aimerais être comme vous, donner sans qu'on me le demande, juste parce que ça rend les autres heureux. » Élise sourit, émue par ces mots simples. Elle posa sa main sur son épaule. « Tu l'es déjà, Julien. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton sourire, ton dessin, ta présence ici, tout cela s'est déjà donné. » Julien baissa les yeux, rougissant légèrement. Puis il mordit dans le petit pain qu'elle lui avait tendu et resta silencieux. Mais dans son silence, il y avait une promesse invisible, comme une graine prête à éclore. À mesure que l'été avançait, la boulangerie devint le point de rencontre de plus en plus de personnes. Les voyageurs de passage s'y arrêtaient, attirés par l'odeur. Les voisins profitaient des soirées tièdes pour venir acheter du pain tard et restaient discuter devant la porte. On racontait les nouvelles, on partageait des histoires, et chacun repartait avec le sentiment d'avoir reçu plus qu'une miche ou une baguette. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, un groupe d'enfants s'installa sur le banc avec leurs petits pains ronds. Ils les partagèrent entre eux, riant, échangeant des morceaux comme on échange des secrets. L'un d'eux leva soudain les yeux vers Élise, qui balayait devant la boutique. « Madame Élise !» cria-t-il. « Si vous arrêtez un jour, qui nous donnera encore des petits pains ?» Elle s'arrêta, surprise par la question. Le balai suspendu dans l'air, elle regarda ces visages tournés vers elle, pleins de cette innocence directe qui ne cherche pas à plaire. Elle sourit, mais une pointe de mélancolie passa dans son regard. « Alors ce sera à vous de le faire, à vous de donner à quelqu'un d'autre. » Les enfants se turent un instant, comme si l'idée les dépassait. Puis l'un d'eux hocha la tête très sérieusement. « Promis. » Élise reprit son geste de balayage, mais au fond d'elle, une chaleur douce l'envahit. Elle savait que ses promesses d'enfant pouvaient s'envoler.
Mais elle savait aussi que, parfois, elle restait gravée pour toujours. Les jours s'étiraient ainsi, dans une continuité lente et paisible. Chaque petit pain glissé dans un sac portait en lui une part de mémoire, une part de tendresse. Chaque sourire échangé devenait un fil qui reliait un peu plus les habitants entre eux. Et lorsque la nuit tombait, qu'Élise refermait la porte et que les lampadaires s'allumaient dans la rue, elle restait parfois quelques minutes immobile derrière la vitre. Elle regardait le banc vide, les miettes restaient là comme des traces de bonheur partagé. Elle pensait à son père, à ses paroles simples, et se disait que, d'une certaine manière, il était toujours là, que chaque geste qu'elle faisait était une façon de lui rendre hommage, de continuer ce fil invisible de bonté. Elle souffla doucement, comme on souffle sur une flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Puis elle éteignit les lumières, avec la certitude que demain, d'autres sourires viendraient, d'autres mains tendues, d'autres petits pains à glisser discrètement dans un sac. L'automne arriva comme une page nouvelle. Les feuilles des arbres rougissaient, puis tombaient lentement sur le trottoir, et chaque matin, Élise retrouvait devant sa boulangerie ce tapis coloré qu'elle balayait avant d'ouvrir la porte. L'air devenait plus frais, les écharpes réapparaissaient autour des cous, et la lumière dorée du soir faisait briller les vitres comme des lanternes silencieuses. À l'intérieur, la chaleur du four réconfortait ceux qui entraient, les clients poussaient la porte en frottant leurs mains glacées, et l'odeur de pain chaud semblait leur offrir une étreinte invisible. C'était une saison de nostalgie, où les souvenirs revenaient plus facilement, et Élise le sentait dans les regards. Certains s'attardaient plus longtemps, posaient une phrase de plus, comme s'ils avaient besoin de parler, de déposer un fragment de leur fatigue sur le comptoir. Julien, lui, était toujours là. Il grandissait vite, mais son attachement à la boulangerie ne changeait pas. Il aidait de plus en plus, pas seulement par jeu, mais avec une vraie application. Élise le laissait parfois enfourner des petits pains, et elle observait son sérieux, ce mélange d'enfant qui apprend et d'adolescent qui se construit. Elle se disait que, peut-être, il deviendrait un jour boulanger lui aussi, ou bien autre chose. Mais ce qui importait, c'était cette graine de bonté qu'elle voyait grandir en lui. Un soir d'automne, la pluie tombait fort, battant contre les vitres. Peu de clients étaient venus. Élise s'assit derrière le comptoir, fatiguée. Ses mains portaient les traces des années, ses bras la douleur des gestes répétés. Julien, assis à côté d'elle, gribouillait sur un cahier. « Ah, vous êtes fatiguée aujourd'hui », dit-il sans lever les yeux. Élise sourit faiblement. « Oui, mais c'est une bonne fatigue, celle qui vient quand on a fait ce qu'on devait faire. » Julien referma son cahier et la regarda. « Moi, je trouve que vous faites plus que ce que vous devez. » Elle resta silencieuse. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'enfant et elle comprit qu'il voyait au-delà des gestes simples, qu'il avait saisi ce fil invisible qu'elle tissait chaque jour. La pluie continuait de frapper. Dans ce silence, Élise se souvint de son père encore une fois. De ce soir lointain où, fatigué lui aussi, il s'était assis à ses côtés et lui avait dit « Tu verras, ma fille, donner fatigue moins que de retenir. » Ces mots résonnaient en elle maintenant, comme une vérité qu'elle vivait à son tour. Quelques jours plus tard, un événement inattendu vint marquer la boulangerie. Une lettre fut déposée dans la boîte aux lettres, sans nom d'expéditeur. Élise l'ouvrit un matin, les mains encore couvertes de farine. C'était une écriture maladroite, mais le contenu la fit trembler. « Merci, vous ne me connaissez pas vraiment, mais votre petit pain offert m'a donné la force de continuer un jour où j'avais perdu l'envie. Vous ne saurez jamais combien cela a compté. » Élise resta longtemps, immobile, la lettre entre les mains, ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle n'avait jamais cherché de reconnaissance. Mais ce témoignage, anonyme et sincère, lui montra à quel point ces gestes simples pouvaient peser dans une vie. Elle rangea la lettre dans un tiroir avec le dessin de Julien comme un trésor invisible. Les semaines passèrent et l'automne colora encore un peu plus les jours. Dans le quartier, les gens se sentaient liés par quelque chose de discret mais réel. On s'entraidait davantage, on se saluait plus souvent. La boulangerie d'Élise n'était pas le seul lieu où la bonté circulait, mais elle en était devenue le cœur battant. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les toits et que la rue se teintait d'orange, Élise sortit quelques chaises devant la boutique. Elle invita les enfants à s'asseoir, leur donna des petits pains et resta avec eux, écoutant leurs histoires, leurs rires.
Julien était là aussi, fier, presque comme un petit frère aîné parmi les autres. En les regardant, Élise sentit une paix profonde l'envahir. Elle se dit que même si sa vie n'avait rien d'extraordinaire, elle avait un sens. Et ce sens, c'était simplement cela, avoir su donner un petit pain après l'autre, un sourire après l'autre, jusqu'à remplir les jours de chaleur humaine. L'hiver revint sans fracas, avec cette lente détermination qui recouvre tout et demande à chacun de parler plus bas. Sur le trottoir, la trace du balai d'Élise dessinait une bande claire dans le cours, dans la poudre grise du matin. Elle ouvrit la porte comme on entr'ouvre une page qu'on connaît par cœur, la lumière s'alluma, le four ronronna, et la première odeur de pain leva doucement dans l'air froid. La petite ville demanda son réconfort quotidien et la boulangerie répondit patiente. Les jours se ressemblaient sans jamais se répéter. À cette saison, les mains avaient besoin de se poser sur quelque chose de chaud pour se rappeler que la vie continue de circuler. Les clients entraient en frottant leurs gants, s'approchaient du comptoir, respiraient à plein poumon. Élise observait leurs épaules se détendre, leurs visages s'adoucir. Le rituel était simple et sacré, tissé de gestes appris très tôt et de mots qui n'avaient pas besoin de s'entendre tout haut. Elle glissait un petit pain gratuit ici, une brioche là, parfois un regard qui disait tout ce qu'aucune monnaie n'achète. Julien n'était plus tout à fait un enfant. Ses gestes avaient gagné en précision, et ses silences en profondeur. Il venait avant l'aube désormais, enfilait son tablier sans bruit, et se plaçait à côté d'Élise, comme si c'était la place que le monde lui avait toujours gardée. Les premières minutes du matin, il ne parlait pas. Il regardait la pâte devenir lisse sous la paume, il surveillait la levée, il pensait au banc d'en face, au rire qui l'habillerait plus tard dans la journée. Puis Élise brisait le silence d'une phrase discrète, un conseil, un souvenir, une petite flamme transmise d'une voix basse. « Tu vois, dit-elle un matin, le pain te dit si tu lui as parlé. S'il te résiste, c'est que tu l'as brusqué. Reprends plus doucement. » Julien reprit plus doucement, et le pain indocile se laissa faire. La phrase se grava dans ses mains avant de se graver dans sa mémoire. Il regarda Élise et vit la fatigue souterraine qui marquait ses traits sans toucher à sa lumière. Un soir, il osa le dire. « Vous devriez vous reposer un peu. » Élise sourit. Le genre de sourire qui ne désarme pas l'inquiétude, mais lui donne un siège. « Un jour, je me reposerai, mais pas tant que la ville aura besoin de sa chaleur du matin. » La tempête éclata la semaine suivante, une véritable bourrasque qui s'attacha à la ville comme une main obstinée. L'électricité cligna puis s'éteignit, la rue devint une longue respiration blanche. Élise resta un temps immobile, les bras croisés, à écouter la maison sans bruit. Julien, déjà là, lui lança un regard qui demandait quoi faire. « On ouvre quand même, dit-elle, le four a gardé sa chaleur. On fera moins, mais on fera vrai. » Ils travaillèrent à l'ancienne, au rythme du souffle et des mains, comme si le monde leur avait offert un retour à l'essentiel. Dehors, la tempête battait, dedans, la pâte levait. Les premiers clients arrivèrent en bottes lourdes, le visage rougi par le vent. Ils repartirent avec des michettes un peu plus petites, des baguettes un peu plus épaisses, et ce sentiment d'avoir franchi quelque chose à deux. Les enfants, surtout, ne manquèrent pas le rendez-vous. Élise continua de glisser ses petits pains gratuits, peut-être un peu plus encore, ce jour-là. Sur le banc, la neige fondit plus vite autour des paumes qui les réchauffaient. Dans l'après-midi, quelqu'un glissa sous la porte une seconde lettre, sans nom. Des mots simples, tracés d'une écriture hésitante. « Je voulais fuir la ville et son froid. Vous m'avez rappelé que la chaleur n'est pas une question de météo. Merci. » Élise posa le papier à côté du dessin de Julien, derrière le comptoir. Les deux se répondaient à distance, le trait d'enfant et la phrase d'adulte, comme s'ils confirmaient ensemble que la bonté est un langage qu'on parle à tout âge. Peu à peu, la neige recula. La ville reprit ses teintes de pierre et de ciel clair, l'odeur de bois mouillé se glissa entre les maisons. Élise rempota ses géraniums, leva la tête vers la fenêtre et resta un long moment à les contempler, comme on contemple des visages familiers. Dans l'arrière-boutique, elle sortit un cahier qu'elle gardait depuis des années. On y retrouvait des mesures, des temps de repos, des traitements de four, mais surtout des notes au crayon, petites phrases comme des cailloux sur un chemin.
N'oublie pas de goûter avant de donner. Un pain raté peut sauver une journée s'il est partagé. Si tu n'y mets pas ton cœur, il reste lourd. Elle appela Julien. « Ce cahier, dit-elle, c'est le tien maintenant. » Il recula presque, pris de court par l'ampleur du geste. Élise insista, posa le cahier dans ses mains, puis y ajouta le vieux rouleau de bois qui avait appartenu à son père. Le bois était lisse d'avoir traversé 3 vies. « Ce ne sont pas des secrets, » murmura-t-elle, « juste des évidences qu'on oublie trop vite. Tu feras à ta manière, tu n'as pas besoin de me copier. Mais garde cette phrase de mon père. Le pain n'est bon que lorsqu'il est partagé. » Julien acquiesça sans parler. Il sentit dans ce poids léger une promesse et une responsabilité qu'il ne savait pas encore nommer. Il serra le cahier contre lui, comme autrefois il serrait ses dessins. Dans ses yeux, Élise lut ce qu'elle espérait y voir, pas de peur, une attention profonde, un désir de continuer sans bruit. Le printemps revint, franc cette fois, avec des matins si bleus qu'on aurait dit qu'il sonnait. La boulangerie demeura ce qu'elle avait toujours été, une petite lampe dans le jour. Mais quelque chose avait subtilement changé. Les clients, sans s'en parler, avaient décidé de répondre à la bonté par la bonté. Une voisine vint un matin avec un bouquet qu'elle déposa sans commentaire. Un retraité laissa sur le comptoir 2 pièces pour un petit pain de plus pour un enfant qui passera. Un commerçant d'à côté proposa de livrer à ceux qui ne pouvaient plus se déplacer. Rien ne ressemblait à une organisation. Tout tenait à l'accord silencieux entre des gens qui avaient décidé de se regarder vraiment. Élise ralentit un peu. Elle avançait différemment, non par renoncement, mais par transmission. Elle laissait à Julien les fournées du milieu de matinée, le roulage des viennoiseries du samedi, la cadence de ces heures où la boutique vibrait le plus. Elle se gardait le premier pétrissage, celui de l'aube, quand la ville dort encore, quand chaque geste appelle une pensée claire. Elle aimait cette solitude habitée, ce moment où l'on peut remercier sans s'adresser à personne. Un dimanche, la ville organisa une fête simple sur la place. On avait posé des nappes blanches, des guirlandes de papier, un accordéon timide montait de temps en temps, les enfants couraient en se poursuivant entre les chaises. On annonça une journée du pain partagé. Personne n'avait voulu mettre un nom en grand, surtout pas celui d'Élise, et cela l'émut davantage. On mangea des tranches encore tièdes, on raconta des bribes d'hiver, on se souvint de la tempête, des lettres anonymes, des petits pains glissés dans des sacs sans bruit. Chacun se découvrit un souvenir à offrir, et c'était comme si la ville se disait merci à elle-même. Le soir, la place se vida doucement. Élise rentra dans la boulangerie, s'assit sur le tabouret près du comptoir, posa ses mains sur ses genoux. Julien s'assit en face d'elle. Ils ne dirent rien pendant un moment qui n'était ni long ni court, seulement juste. Puis Élise prit une inspiration qui ressemblait à une décision. « Je vais fermer quelques jours. » Julien releva la tête, inquiet, puis la reposa, rassuré par la douceur du regard d'Élise. « Pour me reposer vraiment, continua-t-elle, et pour voir le banc d'en face autrement que par la vitre. Tu ouvriras, tu sais faire. » Il eut ce geste de l'enfance qui n'avait pas complètement disparu. Un hochement de tête trop rapide et ce sourire qui disait qu'il prendrait soin de la flamme, pas seulement du four. Le lendemain, Élise s'assit sur le banc. Elle avait un chapeau clair, un manteau léger et entre les mains, un petit sac en papier d'où dépassait un croissant. La vitrine s'ouvrit, la lumière jaillit, et c'est la voix de Julien qui souhaita bonjour au premier client. Elle l'entendit rire, donner des conseils, demander des nouvelles. À un moment, la porte s'ouvrit sur un enfant hésitant, un de ceux qu'Élise n'avait pas encore appris à connaître tellement la ville change sans qu'on s'en rende compte. Elle vit, par la vitre, Julien glisser un petit pain dans le sac d'un geste calme et sûr, comme si le monde avait toujours bougé de cette manière. L'enfant sortit, s'arrêta sur le seuil, regarda son trésor, leva les yeux vers le banc. Élise lui fit un signe de la main, il répondit d'un petit sourire timide et alla s'asseoir à côté d'elle. Ils partagèrent en silence ce petit pain qui n'avait pas besoin d'explication. Au bout de quelques bouchées, l'enfant sortit de sa poche un feutre bleu et un coin de papier froissé. Il dessina une fenêtre avec de la lumière dedans, un banc, 2 silhouettes qui ne se ressemblent pas, mais se tiennent côte à côte. Puis il écrivit laborieusement « Pour la chaleur ». Élise posa sa main sur sa tête.
Elle sentit plus que jamais que les histoires se reprennent d'elles-mêmes quand on leur laisse le temps. Elle retourna le papier, y nota simplement une phrase. « Quand tu pourras, fais pareil. » L'enfant approuva avec le sérieux des promesses importantes. Les jours qui suivirent, la rumeur discrète d'une pause se répandit. On demanda des nouvelles, on proposa des plats, on déposa des cartes sur le comptoir. Élise prit le temps de marcher jusqu'au pont, de s'arrêter devant la rivière, de laisser le vent froid lui parler sans urgence. Elle s'assit souvent sur le banc, à des heures où elle ne s'était jamais assise là. Elle regarda la boulangerie vivre sans elle quelques instants, non avec tristesse, mais avec cette joie rare d'assister à la continuité. Elle revint, bien sûr. Elle revint comme on revient chez soi, après avoir appris quelque chose de discret et d'essentiel, que ce qu'on a construit n'a pas vocation à nous survivre comme une statue, mais à se multiplier dans les gestes de ceux qui l'ont reçu. Elle reprit le tablier, retrouva ses places et ses habitudes, laissa Julien conserver les siennes. Il se passait les heures comme on se passe le pain, avec naturel. Un matin de grand ciel clair, elle accrocha derrière le comptoir le nouveau dessin, celui de l'enfant au feutre bleu. Il pencha un peu, comme le premier de Julien penchait autrefois. Elle le laissa ainsi, parce que la vie penche souvent lorsqu'elle est vraie. À côté, les lettres anonymes tenaient à la garde. Un client s'y arrêta, les lut d'un œil, sourit à mi-voix et repartit plus doucement que lorsqu'il était